Merci Edouard. On m'a demandé aussi de traiter la titrisation, donc on pourrait passer du temps sur les deux, donc je vais essayer d'être... et on m'avait demandé aussi de parler de l'actualité prudentielle en général. Il y a beaucoup d'actualités, mais ça je le ferai rapidement à la fin parce qu'on ne peut pas tout traiter en 20 minutes. Donc sur la titrisation, j'étais déjà venu vous en parler en juillet. Donc peut-être un bref rappel, comme l'a dit Edouard, c'est pour nous couper en deux rondelles simplement pour le moment. Je rappelle les objectifs, c'était éviter la contagion de la banque d'investissement vers la banque de détail, mais pas seulement, c'est également d'analyser si dans les portefeuilles de négociation des banques il y a des prises de risques excessives, et puis grosso modo c'était pour s'attaquer aux banques trop grandes pour faire faillite. Je ne détaille pas tout ce qui est indiqué là. Un des objectifs quand même c'est d'éviter la fragmentation du marché intérieur, donc c'est marrant parce qu'on verra après, il y a quand même plein d'exemptions. Voilà. Donc le texte il date déjà de janvier 2014, donc c'était le commissaire Barnier. Donc à part si vous avez des questions, je reviendrai plus tard sur les... Dès le départ, donc dans l'objectif de Michel Barnier, il y avait une exemption pour les banques britanniques, puisque ce qui était prévu c'était de reconnaître la loi, enfin la réforme Vickers qu'ils ont mis en place. La différence par rapport avec notre loi bancaire, c'est le principal enjeu, c'est surtout que dans ce qui risque d'être séparé au niveau européen, il y a toutes les activités de tenue de marché qui ne sont pas séparées dans la loi bancaire française. C'est un des enjeux principaux pour nous, on verra. Par rapport à juillet dernier, donc, il y avait eu côté Conseil, donc États membres, un accord, une approche générale qui avait été adoptée le 19 juin. La France avait émis des réserves et finalement l'avait voté. Et depuis, en fait, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé au niveau du Parlement européen, puisqu'il y avait eu un premier vote raté en mai 2015. Les rapporteurs, c'est-à-dire Hökmark et von Weizsäcker, avaient trouvé un accord informel entre eux. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de détricoter cet accord avec, pour le moment, donc on a gagné du temps, j'y reviendrai. Nous, nos principaux enjeux, c'est de... Il y a deux principaux enjeux. Il y a la question du champ. Je ne l'ai pas forcément mis dans mes présentations, là, mais en fait, ce qui a fait qu'on a considéré que l'approche générale du Conseil en juin était un scandale, c'était que vous avez les plus gros acteurs européens qui sont des banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, qui ont Goldman Sachs, c'est 600 milliards de trading assets en Europe, qui sont totalement exemptés du texte. Parce qu'en fait, étant basés à Londres, ils devraient respecter la réforme Vickers, mais comme ils n'ont pas de dépôt, ils ont été exemptés par les États membres avec le soutien des Britanniques. Voilà, donc ça c'est un de nos gros points, puisque finalement nous, ça veut dire que nos banques, qui sont parmi les plus grosses en Europe, vont être soumises à ce texte. Et nos principaux concurrents qui ont 56% de part de marché en Europe sont totalement exemptés du texte. La deuxième question, c'est la tenue de marché dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la question qui est fortement débattue au Parlement européen, c'est est-ce qu'on nous sépare de manière automatique ou pas nos activités de négociation. J'y reviendrai après. Donc là, c'est l'approche du Conseil. Donc j'ai dit, nous, on avait trouvé que c'était un scandale parce que nos concurrents n'étaient pas concernés. Mais quand on regarde le texte, quand même, c'est mieux que la proposition de Barnier initiale. Le point le plus important pour nous, c'était surtout que donc la gestion pour compte propre n'est plus interdite mais filialisée. Et surtout, la tenue de marché dont je parlais, elle n'est plus automatiquement séparée. Elle est présumée autorisée dans la maison mère. Et c'est qu'après une longue analyse qu'éventuellement elle peut être séparée. Donc on est assez quand même satisfait de ce point. Et là, côté Parlement européen, il y a une forte division entre les socialistes et les gens du PPE. Comme je le disais, donc il y a la question du champ, mais qui commence à être assez acceptée. Et après, c'est la question de l'automaticité, de la séparation. Nous, notre argument, c'est de dire qu'au-delà de ce qui est indiqué dans le texte, qui prévoit que vous pouvez avoir un dialogue avec votre superviseur, le problème, c'est que le superviseur doit prendre une décision publique et expliquer pourquoi éventuellement il ne séparerait pas BNP, Société Générale ou Deutsche Bank.
Madame Nouy, qui est notre superviseur à Francfort, nous a dit j'ai envie de dormir, et parce que j'ai envie de dormir, de toute façon, je vous séparerai, c'est-à-dire que je ne vais pas expliquer publiquement que vous n'allez pas créer de risque, sachant que donc la décision est publique et que c'était la banque de prouver qu'elle n'est pas du tout dangereuse pour la stabilité financière en général. C'est un concept qui est très large, et donc nous on considère que ça sera difficile de le prouver. Donc notre bataille en ce moment c'est là-dessus, c'est de prouver que c'est impossible à prouver, et que de fait, au-delà des aspects juridiques où ils expliquent qu'il y a un dialogue qui peut exister, qu'il y a d'autres instruments, c'est-à-dire nous demander plus de capital, en réalité, on sera séparés. Donc voilà, c'est un peu enlisé parce que tout le monde a bien conscience, il faut savoir, là j'ai avec moi, on a fait un dessin qui montre en fait, il y a 4 banques qui sont concernées par ce sujet. Il y a BNP, Société Générale, Crédit Agricole et Deutsche Bank. Donc on se sent un peu visé. Et donc là, on a fait ce dessin que j'ai malheureusement qui n'est pas là, qui montre que le problème initial, c'était de traiter le problème de toutes ces banques, les 24 qui sont systémiques et qui peuvent être dangereuses pour la stabilité financière. Après, de multiples exemptions, ça c'est l'exemption britannique. Après, vous avez un seuil si vous n'avez pas beaucoup de dépôts, tout un tas de seuils qui sont appliqués. À la fin, il y en a 4 qui gagnent, et donc c'est nos banques. Donc sur ce sujet, on a quand même obtenu le soutien, beaucoup de travail de nos députés français au Parlement européen, du Sénat en France, de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, qui a trouvé que ces évolutions étaient inacceptables, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Voilà, donc les perspectives, c'est sûrement que ça va se débloquer en mars 2016 sur ce sujet-là. Après, il y aura un dialogue entre le Conseil et le Parlement européen. Les conséquences concrètes pour l'activité bancaire et pour les marchés financiers, c'est si le tenu de marché risque d'être séparé, ça veut dire moins de liquidité, comme tu le disais, Edouard, sur les marchés. Ça a été documenté par le comité de Bâle et d'autres autorités. La BCE dit aussi que la tenue de marché est très importante pour la stabilité financière, pour assurer cette liquidité sur les marchés, qu'elle est faite par les banques. Il n'empêche que si le texte du Parlement reste en l'état, plus vous ferez de la tenue de marché et plus vous serez séparés. Voilà. L'autre conséquence, c'est que comme vous allez créer des filiales qui sont toutes petites, votre coût de refinancement va être plus important. Donc ça, la Banque de France l'estime à un coût supérieur de 2%. Après, il y a différentes interprétations, c'est difficile à estimer aujourd'hui, mais il y aura un coût qui sera supérieur pour le refinancement de marché, au moment même où on est en train d'essayer de créer, enfin, où la Commission a pour ambition de créer une union des marchés de capitaux. Donc c'est ce qu'on leur explique, ça va complètement à l'encontre. Et pour le moment, le sujet est sur la table. Et le commissariat nous dit je suis d'accord avec vos arguments, c'est un texte de Michel Barnier, mais je le laisse sur la table parce que au Parlement européen, il y a beaucoup de gens qui le tiennent, donc on reste avec ce sujet. Mon deuxième sujet, c'était alors qui est sur l'aspect développement des marchés financiers, c'est la titrisation. Je suis désolé, c'est en anglais parce que c'est une présentation que j'ai fait à Bruxelles. Donc ça, je vous avais déjà montré la dernière fois ce même dessin. Est-ce que le texte européen de la Commission va être suffisant pour revivifier l'économie? Comme le dit ce dessin, on pense que bon, la titrisation, vous avez vu que le tuyau est tout petit, donc on n'est pas totalement convaincu. Nous, ce qu'on rappelle dans nos messages, c'est quand même que la titrisation, concrètement, ça concerne l'économie réelle dans le sens où c'est la titrisation de prêts immobiliers en Angleterre, de prêts immobiliers en Hollande, c'est les crédits auto en France, les crédits auto en Allemagne. On rappelle, et on pense que ça a été mal pris en compte par la Commission, que par rapport aux États-Unis, donc en Europe, le marché de l'ordre de 200 milliards d'euros, il est très petit par rapport aux États-Unis, et c'est principalement dû au fait qu'il y a le soutien des agences publiques Fannie Mae et Freddie Mac qui représentent 80% du marché aux États-Unis, autrement les marchés sont assez similaires. C'est un point qui n'est pas du tout pris en compte au niveau européen. Je rappelle quand même les taux de défaut pendant la crise. Aux États-Unis c'était 25%, en Europe ça a été 1,7%. Et pourtant, la difficulté, c'est que la Commission, à travers cette
à travers ce texte ne fait que mettre en œuvre des exigences internationales. Il faut savoir qu'au niveau de Bâle, qui a durci les règles pour définir ce que c'est une titrisation simple, transparente et comparable. C'était un Américain qui dirigeait le groupe de travail. Donc en fait, notre analyse, c'est que tout le texte international est calé sur les taux de défaut américains. Et moi, j'ai pas fait Polytechnique, mais une réduction de 25% par rapport à ce qu'ils ont fait au niveau international, on n'obtient pas quelque chose qui, ça c'est partagé par les investisseurs, on n'obtient pas quelque chose qui est proche de nos taux de défaut. Voilà. Donc en fait, il y a eu tout un système. Bâle 3 a mis en œuvre proposé des règles. L'autorité bancaire européenne a intégré, même s'ils ont prévu une réduction de 25% des exigences prudentielles, a intégré ces contraintes internationales. Et donc on se retrouve avec un texte européen qui, à notre sens, c'est le président qui a fait ce commentaire, estime que nous, dans les années à venir, on ne va pas du tout accroître nos activités de titrisation, au contraire, parce que ce qui va se passer, c'est que les règles internationales vont s'appliquer en 2018, même si le texte européen arrive avant, ils ont déjà intégré des contraintes supplémentaires. Donc par rapport à la situation actuelle, le traitement prudentiel de la titrisation aujourd'hui en France, on va vers un durcissement en réalité. Là, le graphique est très compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon la méthode que vous utilisez, il y en a plusieurs, il y a la méthode standard, il y a la méthode fondée sur des modèles internes, la méthode fondée sur des notations externes. On aura un doublement ou même une multiplication par 5 des exigences prudentielles d'ici 3 ans. Et en fait, le problème c'est que donc, le Conseil et les États membres ont déjà avancé très vite et ont adopté une approche générale. Ils sont allés très vite parce qu'ils n'ont rien touché justement à ces sujets prudentiels qui sont pourtant clés pour que les banques aient une incitation à lancer des titrisations. Donc là, il y a des équations difficiles, enfin compliquées, mais si je prends juste la méthode interne qui est celle qui est en haut, grosso modo, ça veut dire qu'il faut que vous ayez, si vous faites une titrisation, vous avez une surcharge en capital entre plus 30% et plus 50%, alors que Bâle prévoit un niveau minimum de 30%. Vu le taux de défaut qui était complètement différent, pourquoi on n'a pas essayé de prendre 30% par exemple? Je ne suis pas un mathématicien, mais on se retrouve avec des règles internationales là encore. La notation de méthode avec des notations externes, ça implique une multiplication par 5 des exigences. Il faut savoir que les États-Unis n'en ont pas, il n'y a plus de référence depuis Dodd Frank à ces notations externes. Et nous, on va simplement pouvoir y déroger après l'avis du superviseur. C'est encore une contrainte qu'on a en plus par rapport aux États-Unis. Et vous avez finalement la méthode standard qui, elle, va impliquer un doublement des exigences. Et là, on est au même niveau que les États-Unis. Les autres sujets sur lesquels nous on s'est battu, c'est toute la question de savoir qui définit ce que c'est une titrisation simple, transparente et sûre. Aujourd'hui, vous avez 20 critères qui sont très compliqués. Les investisseurs comme AXA disent parfois peu objectifs. Nous, on était en faveur qu'il y ait un tiers qui puisse certifier, donner un coup de tampon, que ce soit le superviseur, l'ESMA qui le fasse en amont. On n'a pas été entendu parce que j'imagine qu'il y a une question de moyens. C'est vrai que quand vous lancez un avion, alors il y a moins d'avions qui sortent parce que de produits titrisés, mais vous devez certifier votre avion. Airbus, moi ils m'ont parlé, ils me disaient on est prêt à payer pour la certification. De la même façon, là on va être devant un risque de crash dans le sens où ça sera possible que peut-être une banque lance une titrisation et de bonne foi croyez que c'était un instrument simple et transparent. Et 2 ans après, vous aurez l'ESMA qui va arriver ex post, donc le superviseur, disant pas du tout, vous vous êtes trompé, il va falloir qu'on explique aux investisseurs qu'on s'est trompé et on devra faire face en plus à des sanctions qui sont très fortes. Donc ça va être un frein énorme pour lancer des titrisations. Le compromis du Conseil va plutôt dans la bonne direction en proposant de manière volontaire un certificateur. Et puis il y avait un autre grand sujet sur lequel on s'est battu, c'est les fameux crédits auto-titrisés, ça s'appelle ASECBA Commercial Papers. On est assez content des évolutions en termes réglementaires. Pour nous, c'était un gros enjeu, mais là encore, on a passé beaucoup de temps à essayer de sauver quelque chose qui marche bien au niveau européen, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'il y avait un risque de déliquidité pour les conduits qui sont gérés
gérés par nos banques. En réalité, depuis 2008, maintenant, les banques supportent complètement le risque de liquidité, donc on a obtenu gain de cause sur ces sujets-là, mais on passe beaucoup de temps à essayer de sauver ce qui marche bien plutôt que de développer. Et j'ai quasiment fini. Ça, c'est simplement pour dire qu'en fait, il y a un des problèmes qui n'est pas du tout géré, c'est la question pour nous du ratio de levier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la situation où, pour des questions comptables, vous allez beau à créer votre SPV, vendre vos actifs à un investisseur, parce qu'il y a des contraintes comptables qui sont plus dures en Europe qu'aux États-Unis. Vos actifs vendus, qui ne sont plus dans votre bilan, sont quand même comptabilisés dans votre bilan et comptent pour le ratio de levier. Donc ça, c'est un frein énorme pour le développement de la titrisation. Il n'est pas traité dans ce sujet. Et juste en conclusion, pour dire que, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, on voit bien que sur ce sujet-là où on veut développer la titrisation, on a quand même tout un tas de désavantages par rapport à ce qui existe aux États-Unis. Donc j'ai déjà mentionné les questions de garantie publique dont ils bénéficient, le fait que finalement on durcit les règles parce qu'ils ont fait des erreurs, qui ont été plutôt des défauts importants, la méthode externe, j'en ai parlé, et les règles comptables qui leur facilitent la vie par rapport à nous. Et donc c'est un des sujets, mais pas seulement, où on voit qu'on est peut-être moins bien armé par rapport à eux.